Bonjour. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici. Je voulais remercier tous nos intervenants et vous dire que cette rencontre est filmée, diffusée sur YouTube jusqu'au Luxembourg, jusqu'à Toulouse. Et donc, tout le monde peut le voir à travers YouTube. Donc, je pense qu'Antoine va avoir quelque chose à nous dire. En tous les cas, je voulais saluer le courage, la détermination de tous les intervenants de ce salon, de ce 3e salon Délivrer l'alerte. Délivrer l'alerte, vous savez sans doute pourquoi. C'est parce que si on le dit un tout petit peu plus vite, ça fait délivrer l'alerte pour la transmettre. Et si on le dit un peu plus fort, c'est délivrer l'alerte pour la libérer. Et donc, il est vraiment essentiel de savoir que la meilleure des protections des lanceurs d'alerte, finalement, elle s'accomplit par l'exercice de chacun d'entre nous de ses droits citoyens. Et je vous invite à reprendre ces droits citoyens qui sont finalement définis par un truc assez ancien, 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a 17 articles, ça tient sur une page A4, tout est dedans. Même que la police est là pour protéger la population et non pas pour la réprimer. Merci, bonne rencontre. Bonjour à tous. Alors on est là pour parler des lanceurs d'alerte et de leur rapport à la justice. Je me présente en un mot, je suis journaliste, je travaille à Mediapart, je m'appelle Dan Israël et voilà, et je suis ravi de pouvoir animer la conversation avec nos deux intervenants principaux, Antoine Deltour et Céline Boussier. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence et pour l'organisation de ce superbe salon. Peut-être pour commencer, on va vous présenter, mais du coup j'aurais envie de vous demander, puisqu'on parle de justice, quelle a été votre dernière interaction, ou comme on se disait tout à l'heure, confrontation avec la justice, puisque vous avez eu tous les deux une actualité de ce point de vue-là, peut-on dire. Vous avez tous les deux eu encore un procès, une confrontation, une audience, et pour l'une d'entre vous, une décision de justice vous concernant. Donc peut-être on peut commencer par Céline Boussier. Vous pouvez nous raconter un peu voilà, ce qu'il est advenu de votre combat judiciaire, pour commencer et pour vous présenter. Alors mon combat judiciaire, long de 3-4 années, qui a terminé au mois de novembre, j'ai plus la date là. Et la semaine dernière. La semaine dernière, par une relaxe. Voilà, pour la première fois en France. Et je suis très contente de cette relaxe. D'abord pour les enfants de l'IME de Moussaron que j'ai âprement défendu pendant 10 ans. On peut peut-être expliquer pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ce que vous avez dénoncé en fait depuis presque 10 ans. Alors ce que j'ai dénoncé, mon combat de 10 ans, il a été de défendre 80 enfants, adolescents et adultes polyhandicapés dans un établissement du Gers, des enfants, des ados et des adultes qui étaient maltraités. Voilà. Et juste pour la parenthèse, Didier, en 1995, l'avait dénoncé, il avait été condamné pour diffamation. Bernadette et Christelle, en 1999, avaient dénoncé les mêmes faits, ils ont été condamnés. Et j'ai été relaxée en novembre 2017, mais avec Didier, le lanceur d'alerte de 1995, puisqu'il était aussi sous le coup d'un procès pour diffamation. Didier Borgeaud. Didier Borgeaud. Donc Antoine, à votre tour, vous êtes retourné pour la 3e fois au Luxembourg. Oui, tout à fait. Donc pour mon rôle de lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks avec Raphaël Allais, l'autre lanceur d'alerte, et Édouard Perrin, le journaliste qui a révélé en premier lieu l'affaire. Donc j'avais été condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis et une petite amende, une peine ramenée à 6 mois avec sursis en appel. Et donc là, l'actualité récente, c'est le procès en cassation. Donc une procédure qui se fait essentiellement par écrit, mais il y avait une audience unique la semaine dernière. Également la semaine dernière. C'était le 23 novembre, donc c'était peut-être voilà. Et donc la décision sera rendue le 11 janvier au Luxembourg. Mais quoi qu'il en soit, cette étape n'en est qu'une en fait. Ça ne peut pas clore le processus parce que si la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel, ça m'ouvre la porte vers un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce que j'ai déjà annoncé que je ferai. Et par contre, si l'arrêt de la Cour d'appel est cassé, je recule de 3 cases, je repars en appel au Luxembourg. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas une étape très importante parce que voilà, ça s'arrêtera pas là.
Mais en tout cas, ça pose déjà le fondement de l'argumentation pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et par ailleurs, je note une petite anecdote, enfin, pas si anecdotique que ça, mais au niveau de l'actualité judiciaire LuxLeaks, il y a eu un petit rebondissement quand même le 23 novembre parce que Édouard Perrin et Raphaël Allais sont passés à l'attaque en demandant l'invalidation d'une ordonnance de la justice française, autorisée par une juge française, qui consistait à autoriser une perquisition civile au domicile de Raphaël Allais. Donc, c'est-à-dire que l'état-major de PricewaterhouseCoopers, donc les grands patrons d'une reprise de 2000 salariés au Luxembourg, se sont rendus au domicile de Raphaël Allais, accompagnés de gendarmes français, avec des huissiers, pour saisir tout le matériel informatique, y compris celui des enfants, etc. Enfin, c'était une condition assez rocambolesque. Et tout ça, ça a été autorisé par une juge française, alors que l'objectif, l'un des objectifs de cette perquisition civile, c'était d'identifier la source d'un journaliste. Voilà, voilà, le journaliste et Raphaël Allais sont passés à l'attaque pour demander l'invalidation de cette ordonnance. Et peut-être quelques mots sur l'affaire LuxLeaks pour les rares personnes qui n'en auraient pas entendu parler ou surtout qui n'auraient pas tous les détails en tête. Moi, je l'ai notamment suivi d'assez près pour Mediapart, on s'est parlé quelques fois. LuxLeaks, c'est vraiment la preuve que le Luxembourg négocie avec les grandes entreprises, enfin plein d'entreprises, et notamment des grandes entreprises, des grandes multinationales, pour se débrouiller, pour payer très peu d'impôts au Luxembourg, mais en fait aussi très souvent sur l'activité européenne de plusieurs géants de l'industrie et notamment de géants économiques et numériques aujourd'hui en Europe. Donc ce qui est intéressant, c'est que Antoine Deltour et Raphaël Allais ont permis de révéler les accords, même les textes des accords, qui étaient établis sous l'égide de PricewaterhouseCoopers, qui est une grosse entreprise d'audit, et en fait qui accompagne de très près tous ces géants numériques et ces géants économiques, et qui aussi les conseille dans leur rapport au Luxembourg. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que le Luxembourg était très sensible au bien-être fiscal de ces grands groupes, pourrait-on dire. Voilà. On peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Et c'est vrai que puisqu'on parle de justice, le tout récent épisode, l'attaque, on va dire, le passage à l'attaque de Raphaël Allais et du journaliste montre que on peut tenter de casser des décisions de justice qui n'iraient pas dans le sens du bien commun. Mais ce n'est pas, évidemment, on n'en est pas encore là. On ne sait pas ce que ça va donner. Et donc la suite, sur cette partie de la procédure, c'est le 9 janvier, il y aura une audience au Luxembourg pour trancher ce cas. Mais il y a quand même une arme assez forte quand même pour alimenter ce combat, c'est que donc il y avait eu tout un envoyé spécial sur le parcours de Raphaël Allais dans cette affaire et qui avait montré une interview de cette juge qui a signé cette ordonnance et qui a reconnu qu'elle n'avait pas tout à fait respecté le droit français en autorisant une perquisition qui visait à violer le secret des sources. Est-ce que dans votre cas aussi, donc là on parle des médias, il y a eu autour de LuxLeaks, il y a eu une forte activité de plein de journalistes qui ont à la fois transmis les informations, essayé de raconter la situation des lanceurs d'alerte et aussi qui ont essayé de contrer, on va dire, la politique de communication des grandes entreprises et du Luxembourg. Est-ce que dans votre cas, Céline Boussier, vous avez senti un soutien médiatique ? Est-ce qu'il y a aussi une émission qui a parlé d'assez près de ce que vous dénonciez ? Est-ce que ça a un impact ? Comment ça marche ? Alors, moi, j'ai eu les deux volets de l'impact médiatique. J'ai eu des journalistes qui sont arrivés comme des cow-boys à la maison, parce que j'ai pas d'autres mots, qui étaient là pour faire le buzz. Ils voulaient l'info et puis point. Et ils m'ont clairement mis en danger. Et puis, j'ai des journalistes qui ont été beaucoup plus humains, qui ont cherché à comprendre. Il y a eu l'émission du 19 janvier 2014 qui a été tournée en caméra cachée à l'intérieur de l'institution. Zone interdite sur M6 Sur Zone interdite sur M6 qui a été fait par Nicolas Bourgoin et qui m'a permis lors du procès effectivement de démontrer que ce que je disais était vrai, puisque c'est un drame aujourd'hui. C'est à nous, lanceurs d'alerte, de devoir ramener la preuve devant la justice que ce qu'on dit est vrai. Et les images étaient sans concession. On avait des enfants attachés, assis sur des seaux, enfermés dans 3 mètres carrés, recousus à vif. C'était intenable. Et puis après, il y a eu Fatia Chéline, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est une journaliste de Toulouse qui bosse pour Médiacité et qui m'a appris à réavoir confiance aux médias et à pouvoir travailler avec eux. Et je dois dire que le travail qu'elle a fait
a été énorme, puisqu'elle a sorti un article qui m'a permis de pouvoir, après, en septembre 2017, remédiatiser l'affaire et remettre un coup de projecteur. Mais alors moi, effectivement, j'ai eu une relaxe, mais l'histoire judiciaire n'est pas arrêtée. Elle va continuer, puisque en janvier 2017, j'ai déposé plainte pour harcèlement moral, pour avoir... le harcèlement était dû au fait que j'avais dénoncé à l'intérieur de la structure ces maltraitances. La juge d'instruction n'a rien fait depuis 10 mois, donc on va relancer et le combat ne va pas s'arrêter là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on nous explique, que les pouvoirs publics nous expliquent comment ça se fait que pendant 20 ans, cette histoire-là a pu durer, d'autant que l'ONU nous a emmené une reconnaissance en janvier 2016. Donc il y a un dysfonctionnement. Il n'y aurait pas lanceur d'alerte si les contrôles étaient faits. Le problème, ce n'est pas les lanceurs d'alerte. Le problème, c'est un problème de contrôle. Ok. On dit bonjour à Voltuan qui dépose une de ses célèbres pancartes. Céline, on peut peut-être rester sur votre cas pour essayer de bien faire comprendre la situation. La relaxe que vous avez obtenue, donc la semaine dernière, concerne une plainte en diffamation suite à une de votre intervention sur 2 médias, sur Europe 1 et sur LCI. Mais avant cela, avant de dénoncer les faits dans un média, vous aviez fait, j'imagine, essayé par d'autres moyens de faire cesser une situation d'abus et de maltraitance caractérisée. Comment ça s'est passé? Depuis combien de temps? Moi, je suis rentrée en 2008 dans cette structure. J'ai très vite vu que ça allait pas, mais j'étais pas formée. Donc, j'ai eu une formation d'aide médico-psychologique. J'ai remonté à mon organisme de formation les dysfonctionnements. Je me suis battue à l'intérieur de la structure. J'ai clairement prévenu on a un cheminement à faire. J'ai prévenu la direction, j'ai prévenu la déléguée syndicale, j'ai prévenu le CHSCT, mais personne ne m'a aidé. J'ai été la tête de Turc, j'ai été la cible numéro 1 à abattre, et ça a été hyper compliqué. Le harcèlement moral a été extrêmement violent, jusqu'à temps qu'en mai 2013, je finisse par craquer, par signaler à l'Agence régionale de santé du Gers ces dysfonctionnements. Et vu que c'était trop gros, ils ont donné ça à l'ARS Midi-Pyrénées. Mais il y a eu des plaintes de déposer. Il y a eu 10 plaintes de déposer. 9 ont été classées sans suite. Et une, il y a eu un non-lieu. Et le pire, c'est que le procureur de la République, malgré toutes les plaintes, nous a dit dans la presse que la justice avait été instrumentalisée et que les braves docteurs Doisan, directeurs de l'établissement, étaient des victimes. Alors comment vous expliquez des plaintes classées sans suite, un non-lieu, un procureur qui prend clairement parti pour les propriétaires et gérants de cet institut médico-éducatif qui était manifestement clairement défaillant? Comment vous expliquez ça? La justice a du mal à se mettre au diapason ou au niveau d'un simple salarié ou un simple employé d'un centre? C'est des notables, déjà. C'est des médecins, pour commencer. Et puis, comme dit l'ONU en janvier 2016, quand l'ONU dénonce les traitements indignes et dégradants des personnes handicapées, il dénonce l'impunité des établissements et il cite Moussaron. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va être clair, oui, ils ont bénéficié d'impunité. Et c'est pour ça que je mets en cause les pouvoirs publics aujourd'hui. Parce que moi, j'ai eu de la chance, contrairement aux autres lanceurs d'alerte, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir un comité de soutien. Et qui ne soit là qu'en soutien, autant syndical, je pense à la CGT, que des associations de parents, que politique. Mais moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme à tous les partis politiques, sauf un par éthique. Tout le monde m'a fermé la porte au nez, sauf la France Insoumise, qui n'a jamais, au grand jamais, récupéré ce combat. Et si j'en suis arrivée là aujourd'hui, avec la question posée par Michel Larive à l'Assemblée nationale, c'est qu'effectivement, ce soutien-là nous a été utile. D'accord. Eh ben, Antoine, je profite, je rebondis sur ce développement. Comme Céline, vous n'êtes pas arrivé seul au procès. Au début, vous êtes évidemment seul, et puis très vite se constitue quand même un comité de soutien, ou petit à petit, comment ça s'est passé et comment ça joue dans le combat judiciaire?
Enfin, tout à fait. Vu le sujet de ce débat, on pourrait en rajouter longuement sur la solitude du lanceur d'alerte, faire quelque chose de très beaucoup d'émotions, de pathos, etc. Mais justement, enfin, je pense que ces difficultés-là servent à montrer le besoin de soutien. Et là, il a été d'une très grande importance dans mon cas. Et alors, on peut, enfin, c'est un soutien de nature très diverse. Hein. C'est à la fois des proches, à la fois des anonymes, des personnalités, des organisations qui sont utiles, voilà, pour un soutien moral, mais aussi dépêcher des témoins en urgence du jour sur le lendemain pour venir expliquer l'intérêt public des LuxLeaks. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Une lobbyiste qui est venue de Bruxelles à Luxembourg pour aller à la barre parce qu'il y a un témoin qui ne voulait pas être entendu par les juges, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc c'est quand même très utile. Et aussi un soutien tout simplement matériel, financier, parce qu'un lanceur d'alerte face à la justice, faut qu'il trouve quand même de l'argent pour payer ses avocats, hein, qui doivent se nourrir comme tout le monde. Et ça, je veux dire, malheureusement, le soutien financier qui avait été prévu dans la loi Sapin 2 a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant, les lanceurs d'alerte sont encore en situation de devoir faire appel à la générosité du public s'ils n'ont pas les ressources pour payer leur défense, quoi. Enfin, après, j'y vais pas ça pour mon cas, parce que là, effectivement, le soutien dont j'ai bénéficié, malheureusement, il ne concerne que les lanceurs d'alerte les plus visibles. Et c'est ceux qui parlent, qui sont invités sur un salon, mais après il y a aussi beaucoup de lanceurs d'alerte anonymes, et malheureusement cette mobilisation citoyenne, c'est Pot commun, voilà, sur LEASO, Pot commun, etc., tous ces sites de crowdfunding là, ça ne marche que pour les lanceurs d'alerte qui sont un peu médiatisés, et donc c'est pas un fonctionnement satisfaisant, quoi. Faut vraiment aller plus loin, et notamment je crois qu'il y a un fort besoin en France d'une structure associative qui viendrait vraiment apporter une aide matérielle aux lanceurs d'alerte qui en ont besoin. Est-ce que, comme Céline Boussier, vous êtes senti face à la justice, face à une institution qui a tendance à s'aligner sur les intérêts des notables, ou là en l'occurrence des forces installées au Luxembourg, ou est-ce que dans les débats, dans les confrontations, même avec les policiers puis avec les magistrats, vous avez l'impression qu'une voix qui vient de pas très haut, un peu d'en bas, peut être entendue et peut réussir à faire déclarer une vérité judiciaire au minimum? Alors j'en ai pas tout à fait fini avec la justice luxembourgeoise, et comme il a été rappelé, cette vidéo est diffusée aussi au Luxembourg. Non, mais après, moi, maintenant j'ai totalement libéré ma parole, hein. C'est vrai qu'au début, on se sent comme un gibier traqué, et on développe une forme de paranoïa, hein, ou au moins d'extrême prudence. Et maintenant, je me dis, j'ai plus rien à cacher, donc je le dis. Effectivement, il y a des intérêts financiers très très puissants au Luxembourg, et la justice est indépendante, en tout cas en théorie c'est le cas, mais bien évidemment il y a un contexte national qui joue et qui fait ça me surprendrait, hein, je le dis, que la justice rende un verdict plus clément dans l'affaire LuxLeaks, parce que les intérêts en jeu sont tels que la place financière ne pourrait pas comprendre qu'on acquitte des salariés qui confient des documents confidentiels à des journalistes étrangers, quoi. Du point de vue luxembourgeois, c'est très difficile d'accepter ça. Donc je pense que ça me surprendrait pas que la justice luxembourgeoise soit pas plus clémente, et c'est pour ça que je suis déterminé à aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Je me permets un petit témoignage personnel. 6 mois avant que les documents qui ont été révélés dans le cadre de LuxLeaks explosent et lancent un débat au Luxembourg, donc 6 mois avant, je suis allé faire un reportage au Luxembourg sur justement ces questions-là, sur la place de la finance, la place des accords fiscaux avec les grands groupes, quelle était la place de ce contexte et de ce poids économique dans le pays. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un débat tabou, impossible d'en parler, même des militants d'ONG très impliqués ne souhaitaient pas apparaître publiquement, un Premier ministre qui intervenait régulièrement dans le débat pour cadrer les choses et bien rappeler qu'on ne touchait pas aux intérêts économiques de la place financière. Et en fait, 6 mois après vos révélations, les révélations de Édouard Perrin sur France 2, aidé par vous-même et par Raphaël Allais, 6 mois après, les choses ont changé. C'est-à-dire que le débat peut avoir lieu. Donc il y a quand même une grosse évolution. Donc je me demandais si ça faisait aussi partie de peut-être des motivations de vos actes. Et est-ce que, par exemple, Céline Boussier, vous avez l'impression que la question qui a été tue, et notamment par la justice, maintenant qu'il y a des procès, que vous avez une action forte, est-ce que ça a permis de faire bouger un peu les choses ? Clairement, ça a permis de libérer la parole. On a eu un documentaire de France 2 qui est paru sur le 13h15.
Et à la suite de ça, on a croulé sous les appels. Moi, je pense, je vais rendre hommage à un lanceur d'alerte parce que c'est ce que dit Antoine. Il y en a qui ne sont pas encore médiatisés. On a Karim aujourd'hui qui est le lanceur d'alerte d'ArcelorMittal qui en est au tout début et qui est perdu, qui est tout seul et qu'il va falloir vraiment qu'on soutienne parce que moi, je ne tiens pas à ce qu'ils connaissent notre parcours. Mais je pense aussi aux éducateurs des INE qui ont dénoncé des dysfonctionnements et même des viols entre enfants et qui ont été sanctionnés pour ça. J'en ai plein d'autres lanceurs d'alerte en tête. Et ce qu'il faut vraiment, là où je donne raison à Antoine, c'est que les lanceurs d'alerte arrivent à se fédérer ensemble, qu'on crée un mouvement, je ne sais pas. Et je ne voudrais pas dire quelque chose qui fasse polémique, mais pour qu'on arrive à se fédérer, il faut que, comme partout, certaines batailles d'ego cessent dans l'intérêt de tous. Parce que si on ne fait pas ça, ça va être dramatique pour certains lanceurs qui, eux, sont plus dans l'ombre que d'autres. Oui, c'est vrai que sur cette question de est-ce que les choses bougent et est-ce que les combats judiciaires font avancer les choses, très, très certainement. Et là-dessus, je tenais quand même à saluer ta récente victoire qui confirme que le contexte est de moins en moins défavorable aux lanceurs d'alerte. Je pense qu'on ne peut pas encore être trop optimiste, mais en tout cas, il y a quand même des victoires qui sont gagnées et c'est important pour les lanceurs d'alerte à venir, quoi. Et au Luxembourg, il y a eu une évolution favorable. Quand on compare avec Denis Robert, là, qu'on vient d'entendre juste en dessous, vraiment la galère qu'il a vécue là-dessus, on voit qu'il y a quand même, avec LuxLeaks, il y a quand même une évolution très très favorable du contexte. Il y a quand même la justice luxembourgeoise dans l'affaire LuxLeaks. M'a acquitté de la violation du secret professionnel en disant que j'ai eu raison de confier des documents et l'intégralité de ces documents à un journaliste. Donc c'est, au nom de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je veux dire, je souhaite pas être trop virulent vis-à-vis de la justice luxembourgeoise. Hein. Tout à l'heure, je disais que j'attendais pas de verdict plus clément, mais parce qu'il y a déjà quand même un chemin qui a été parcouru. Alors après, malheureusement, pour maintenir une condamnation, on me reproche d'avoir copié ces documents que j'ai confiés à un journaliste. Je vois pas comment je pouvais faire l'un sans l'autre, mais c'est tout un débat. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails sur cette affaire, mais... Non, mais tout à fait. C'est un point sur lequel je voulais venir, c'est que dans vos deux cas, la justice a reconnu le statut de lanceur d'alerte. Peut-être vous avez dit, Antoine, par rapport à la jurisprudence européenne, vous aviez le droit de lancer, on va dire, un débat d'intérêt général. C'est à peu près ça. Et dans votre cas, Céline, qu'est-ce que dit la décision de justice ? Alors la décision de justice, moi je sais que j'ai eu 2 avocats extraordinaires à qui je rends hommage aujourd'hui parce que, comme disait Antoine, les frais de justice, ça coûte extrêmement cher. Moi j'ai eu de la chance, Maître Riloff et Maître Padonou m'ont offert les frais de justice, ce qui est quand même extraordinaire. Et la justice a été loin dans ses attendus puisqu'elle a d'une part reconnu clairement la maltraitance institutionnelle. Elle a clairement reconnu que j'étais un témoin privilégié puisque j'avais été pendant des années dans cette institution, que mes dires étaient corroborés par les rapports de l'IGAS et de l'ARS qui sont sans appel. Et le fait que la justice me reconnaisse comme lanceuse d'alerte, ça a été marqué dans les attendus. Et ce que je ne m'attendais pas, c'est que les attendus sont aujourd'hui en ligne et que c'est paru dans le Dalloz. Pour moi, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai juste voulu protéger 80 gamins maltraités. Et je ne m'attendais pas à avoir un tel parcours. Dalloz, c'est la revue qui fait référence sur les questions juridiques et qui détaille des décisions judiciaires, et notamment en analysant leurs impacts et leurs conséquences à venir. Donc là, en l'occurrence, le cas de Madame Boussier est longuement détaillé et en gros... La conclusion de l'article, c'est que c'est un pas en avant assez fort pour les lanceurs d'alerte. Ah mais c'est clairement marqué parce que je l'ai là, juste en une ligne. Hein. Cette relaxe remarquablement motivée est un signal fort par la justice en faveur de l'éveil citoyen caractéristique des lanceurs d'alerte. Elle donne tout son sens aux dispositions relatives aux lanceurs créées par la loi Sapin 2. Et elle parle aussi du guide intitulé « Orientation et protection des lanceurs d'alerte », publié en janvier 2017 par le Défenseur des droits. On ne peut pas être plus clair. Et moi, si c'est pas moi, mon cas personnel, parce que finalement, c'est pas moi qui est importante, c'est si ça peut servir à d'autres lanceurs d'alerte, alors là, j'aurais pas gagné que pour les enfants, j'aurais gagné pour d'autres professionnels qui se retrouvent dans des situations inextricables et seuls, sans vouloir faire du pathos.
On parle des grands principes, mais on a aussi évoqué à plusieurs reprises, un petit peu rapidement, les conditions bassement matérielles. Est-ce que je peux vous demander, sans rentrer trop dans le détail, mais combien ça coûte d'un procès quand on est lanceur d'alerte? Qu'est-ce que ça implique? Des centaines d'euros, des milliers d'euros, des millions d'euros Mais moi, je ne peux pas répondre puisque mes frais ont été offerts. J'ai eu que les billets d'avion et encore même les billets d'avion, je devais les payer. Et c'est la France Insoumise qui les a pris en charge, mes billets d'avion. Donc, je ne peux pas répondre. Ok. J'ai certainement été un très mauvais négociateur, mais en tout cas, ça coûte très cher. Après, je dis pas ça pour dire que mes avocats sont des avocats chers. C'est pas le sens de la question. Mais voilà, je veux pas qu'ils le prennent mal, mais en tout cas, ils ont été très compétents. Mais voilà, comme tout travail mérite salaire, c'est normal de les payer à hauteur de leur travail. Et je pense que par rapport à leur taux horaire habituel, ils ont quand même. C'est pas. Au Luxembourg, j'ai vu passer des factures d'avocats et je peux vous dire que ça chiffre très très vite. Et en tout cas, voilà, moi, ça représente plus que ce que je gagne. Et en tout cas, j'aurais pas pu y faire face sans soutien, quoi. Oui, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Sans soutien, c'est difficile de... Voilà, c'est une affaire comme la vôtre, c'est des heures de travail pour un avocat, ça coûte très cher, il y a plusieurs audiences, il faut y aller, et souvent ça dépasse le salaire dont on bénéficie. Moi, après, j'ai ma procédure prud'homale qui est défendue par Maître Laspal, et là, par contre, là, il a fallu que je paye les frais. Et c'est moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est une maman qui avait qui a eu sa fille maltraitée, mais pas à Moussaron, qui a ouvert un crowdfunding et qui m'a dit on peut pas te laisser comme ça. Et heureusement, grâce à cette plateforme, grâce à ce financement citoyen, j'ai pu payer mes frais prudemment parce que sinon c'était pas possible. D'accord. Est-ce que tout simplement, est-ce que vous avez dans votre parcours à vous, est-ce que vous avez évolué entre le moment où la justice vous a mis le grappin dessus, pourrait-on dire, donc au début de l'affaire, et aujourd'hui, est-ce que vous assumez plus comme un lanceur d'alerte, ou voilà, Antoine, vous avez dit que votre parole s'est libérée. Qu'est-ce que ça a changé, tout ce parcours judiciaire de plusieurs années pour chacun d'entre vous? Vaste question. Ça a changé énormément de choses. Enfin, effectivement, un lanceur d'alerte, c'est un citoyen, un salarié ordinaire qui agit avec ses tripes. Et voilà, quand il est rattrapé par la justice, tout d'un coup, il y a un peu le ciel qui lui tombe sur la tête, quoi. Donc, effectivement, on se retrouve en situation sur la défensive. Donc on est complètement isolé. Déjà la mécompréhension de ce qui se passe. Moi je ne savais pas précisément ce que c'était qu'une commission rogatoire internationale. Pourtant c'est ce qu'on m'a lu. On m'a lu que je faisais l'objet de ça quand j'étais en garde à vue dans un commissariat. Voilà, c'est un truc. Voilà, faut quand même rentrer dans tout un appareil judiciaire comme ça dont on est déconnecté avant d'y être confronté, quoi. Et effectivement, il y a un moment où on est face à ces charges judiciaires, donc il faut se défendre et donc trouver un avocat, mais moi j'ai jamais eu affaire à un avocat avant, donc il faut en trouver un qui est bon dans le domaine, etc. C'est quand même pas facile. Donc, et là effectivement, sur la situation personnelle, après au fil de la répétition des procès, des soutiens qui sont arrivés, etc., ça change fondamentalement, quoi. Là, moi, le premier procès, effectivement, je l'ai attendu pendant 1 an et demi, 2 ans, entre l'inculpation et le procès, et je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. Je risquais plus d'1 million d'euros d'amende et jusqu'à 10 ans de prison. Alors après, c'est très théorique, je n'ai jamais craint de passer 10 ans en prison, mais n'empêche que c'était quand même ça, sur le papier, ce que je risquais. Donc attendre 2 ans son procès avec ce truc-là au bout, forcément on est un peu anxieux, et là je veux dire, effectivement ça a complètement changé, le fait d'avoir été condamné qu'à du sursis, et maintenant d'avoir eu énormément de soutien, et d'avoir réussi à prouver que je peux être acquitté, quoi. Il y a quand même une jurisprudence existante de la Cour européenne des droits de l'homme en faveur des lanceurs d'alerte, qui devrait s'appliquer à mon cas. Je veux dire, je me sens plus fort quand même. Ouais. D'accord. Et vous vous sentez plus forte, Céline? Plus forte, je sais pas. J'avais toujours dit à mes enfants, à genoux jamais, toujours debout malgré les sanctions, malgré les pressions. Après, moi je me suis sentie, mais je crois comme beaucoup, paria de la société. Paria des professionnels et de mon milieu professionnel, alors que j'avais fait que mon devoir. Et c'est terrible d'être traîné devant les tribunaux, parce que ne pas dénoncer, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans ma profession.
Et parce que vous avez fait votre job, vous êtes licencié comme un malpropre et vous devez répondre devant la justice. Et en plus de tout le reste, comme c'est des enfants, enfin, on touche à l'être humain, vulnérables en plus, polyhandicapés, qui sont à votre merci de professionnels. Vous avez cette culpabilité où vous avez été dans un établissement maltraitant, où des enfants sont décédés, je pense à Kamel, à Naïma, à Franck, à Eddy, à Naël, et quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher, sur des situations dramatiques, de vous dire... mais quelque part, on a beau vous dire que non, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que vous avez été une meurtrière, même si vous avez fait ce qu'il fallait, même si vous avez alerté, même si... Et la relaxe arrive, hein. Et moi je sais que le jour où j'ai été relaxée, quand j'ai entendu le mot relax, en fait j'ai pas compris. J'ai eu un bug, et quand j'ai vu les 110 personnes se lever, et il y en a plein aujourd'hui, je pense à Jean-Louis Dessay, à Marie-Laure Darrigade, je pense aux membres de mon comité de soutien, qui se lèvent, hein, plus de 100 personnes qui se lèvent, qui applaudissent et qui hurlent bravo. Là vous comprenez que... voilà, vous avez été relaxé, et les paroles fortes de vos filles qui vous disent mais on savait que maman, elle avait raison. On savait que maman n'avait pas menti. Voilà, je crois que ça, je ne l'oublierai pas. C'est pouvoir ressortir aujourd'hui sans cette épée de Damoclès, en me disant que j'ai eu raison de me battre pendant 10 ans, et c'est pas fini, c'est que le début. Je profite de cette interaction avec la salle pour vous dire qu'on va pouvoir prendre des questions. Alors je me tourne simplement vers l'organisation pour savoir s'il y a un micro qui se promène ou bien... Oui, tout à fait. Alors je propose qu'on échange encore un petit instant sur, on va dire, des questions institutionnelles. Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui circule. Il y a 2 micros qui circulent, et à les poser. Et puis, je suis sûr que nos amis pourront répondre. Juste... c'est un peu comme vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on prenne des questions et qu'ensuite, si on a le temps, on parle de la loi Sapin 2 et des propositions qui se passent au Parlement européen? Peut-être on fait un petit interlude questions et ensuite on revient sur les questions institutionnelles? Ou bien on fait d'abord ce sale boulot Moi je suis d'avis qu'il y aura d'autres tables rondes sur ces sujets spécifiques. Alors effectivement, on l'a montré, la difficulté des lanceurs d'alerte devant la justice, ça montre le besoin d'une protection législative du lanceur d'alerte. Après, si on a le temps, on peut en dire très bien, développer plus. Mais okay. Oui, moi je suis assez d'accord aussi. D'accord, bah alors allons-y pour les questions. Monsieur, Bonjour. Quelles ont été vos relations avec le défenseur des droits? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est... Moi, aucune, parce que c'était en contexte luxembourgeois, et puis c'était avant que le défenseur des droits reçoive ce rôle nouveau qu'il a dans la protection des lanceurs d'alerte. Maintenant, donc cet été, en juillet, le défenseur des droits a publié un guide d'orientation du lanceur d'alerte, auquel je vous invite à vous référer si vous avez un projet d'alerte sous le pied, quoi. Mais donc moi, j'ai pas eu affaire à lui. Alors moi, j'ai rencontré le défenseur des droits. On avait longuement échangé, et puis aux 10 ans de la Convention des personnes en situation de handicap à l'UNESCO à Paris, je lui avais posé une question très simple où je lui disais finalement que je ne trouvais pas normal que ça soit les victimes quelque part qui étaient coupables et les coupables qui étaient victimes. Et le défenseur des droits m'avait répondu votre affaire servira d'exemple pour les politiques à venir. Et finalement, 8 jours après, alors est-ce que c'est notre travail? J'ai pas cette prétention-là, mais si c'est ça, j'en suis fière. On a eu un texte qui est apparu de loi qui oblige maintenant les directeurs d'établissement et les représentants à signaler les dysfonctionnements dans leur établissement. Mais ce qui me fait peur aussi, parce que je voudrais pas que ça serve de parapluie aux directeurs d'établissement pour finalement se cacher et dire que c'est la faute du salarié. Madame? Oui, alors... Allô, vous m'entendez? Oui, alors déjà, moi je voudrais saluer le courage et la détermination des 2 personnes qui sont là aujourd'hui avec nous. Et puis moi j'ai simplement une suggestion à vous offrir. Avez-vous songé à rencontrer Raymond Depardon, un homme qui fait des films militants? Non? Non, pas du tout. Parce que, vous pouvez toujours essayer de prendre contact avec lui. Je ne sais pas si vous avez vu déjà certains de ses films. Mais c'est quelqu'un qui vient de la terre, il est sensible aux problèmes des petites gens,
Et je pense que si vous lui proposiez une rencontre, il serait ouvert, disponible à ce que vous faites. Merci. J'en profite pour rebondir sur la question. Comment vous gérez les relations aux cinéastes ou aux journalistes, aux gens qui veulent raconter votre histoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations au-delà, on va dire, de l'article d'actualité? C'est des gens qui ont envie de vous suivre sur la longueur, que vous racontiez, que vous fassiez un livre, un film avec eux. Comment ça se passe? Alors moi j'ai des anges gardiens et j'ai une chance extraordinaire. Je pense à Marie-Laure encore et à Fatia. Elle va me trucider. Mais Fatia est une journaliste de qualité et c'est grâce à elle en fait que maintenant je gère mes relations avec la presse et que j'apprends en fait parce que moi je m'attendais pas du tout après la relaxe que des tonnes de journalistes m'appellent. Et ce qui me gêne par-dessus tout, c'est vraiment pas de la fausse modestie, c'est qu'on me dise vous avez été relaxé, vous êtes un exemple pour nous. Moi, ça me gêne. C'est pas, pour moi, ce costume-là est trop grand. Et ces relations avec la presse, heureusement qu'il y a Fatia. Voilà. Enfin, des sollicitations, il y en a. Et c'est pas forcément un cadeau, c'est vrai. Enfin, parce que comme je le disais tout à l'heure, le lanceur d'alerte, c'est avant tout un salarié ou un citoyen ordinaire, et du coup qui n'est pas préparé à traverser ça, et ça peut avoir des effets psychologiques ou autres dévastateurs. Hein. Il y a moyen de perdre complètement la tête. Et du coup, franchement, c'est une épreuve autant que. Enfin, moi, le passage dans le tribunal, ce qui était tout aussi traumatisant que les juges, c'est le mur d'appareils photo et de caméra à la sortie. Hein. C'est pas facile à traverser. Les flashs, les flashs. Et après, comment accepter ou refuser ces sollicitations? Moi, il y a toujours une tension que j'ai du mal à résoudre, c'est la tension qu'on accorde aux messagers plutôt qu'au sujet de l'alerte. Et c'est souvent le biais médiatique qui a besoin d'incarner un sujet, d'humaniser à travers une personne. Et bon, alors, surtout sur un sujet comme l'évasion fiscale, c'est quand même assez aride, donc c'est mieux s'il y a un visage à mettre dessus. Mais me montrer dans ma cuisine en train de faire des épinards, c'est passé sur Arte, mais je suis pas sûr que ça éclaire beaucoup le sujet de l'évasion fiscale. Après, il paraît que ça touche les gens, donc voilà, moi je me suis prêté à l'exercice, mais je suis encore un peu sceptique là-dessus, mais bon, voilà. Après, moi je sais que j'ai toujours dit, je souhaite que ma modeste expérience serve à d'autres professionnels, et briser aussi l'omerta qu'il y a dans le milieu du handicap, qui est terrible, parce que cette omerta tue, mais parfois pas que des résidents, on a des familles qui se suicident parce que c'est trop compliqué. Et mon grand rêve, c'est l'année dernière, quand j'ai franchi ce salon pour la première fois, alors c'est bête, je ne me sentais pas vraiment légitime. Et là, aujourd'hui, je me dis, si je peux transformer ça avec un bouquin pour que ça serve à d'autres, moi, je suis prête à le faire parce qu'il faut que ça serve à d'autres. C'est vrai que pour vous répondre à tous les deux, en tant que journaliste, c'est vrai, et qui ai participé au harcèlement d'Antoine Deltour, je dois dire que c'est vrai qu'avoir des gens comme vous qui répondent, qui ont un discours construit, carré, calme, et en même temps qui racontent leur histoire, c'est sûr que pour un journaliste, c'est irremplaçable, c'est certain. Je ne sais pas si on irait jusqu'à vous faire cuisiner des épinards ensemble, mais c'est vrai que, de fait, je ne sais pas si vous êtes des modèles, mais vous êtes des gens qui, je pense, qui incarnent parfaitement les questionnements, les difficultés, et aussi la réflexion sur les sujets que vous portez. Donc, de fait, je pense qu'en tout cas pour des journalistes, vous êtes vraiment des gens fort intéressants à suivre. Voilà. Merci, mais moi je retourne le compliment. C'est que le travail lanceur d'alerte média, avec les vrais médias, il est essentiel. Parce que si on ne vous avait pas, les dossiers seraient enterrés et jamais on en entendrait parler. Voilà, cette importance de lien et de travail de confiance, elle est vitale. Monsieur ? Oui, je pense en effet que les lanceurs d'alerte ont un rôle essentiel. Et chapeau à vous deux, et je connais bien Céline. Donc tout à l'heure, la question a un peu été éludée concernant l'avenir après le lancement d'alerte. Donc Céline va peut-être en parler. Elle a été blacklistée. Retrouver du boulot après un combat comme celui-là, c'est mission impossible.
je connais aussi une autre personne qui a parlé, en ayant vécu la même chose, de suicide professionnel. Donc je pense que le combat des lanceurs d'alerte, il est évidemment capital, mais qu'il faut aussi aller au-delà, parce que c'est un mal profond qui concerne la société, dans le cas de Céline, qui concerne le secteur sanitaire, social et médico-social, pour que les gens puissent parler, que la parole puisse se libérer. C'est toutes les mentalités qu'il faut changer. Parce que combien de personnes ne sont pas allées jusqu'au courage de Céline, mais ont perdu leur place pour avoir osé dénoncer des choses inacceptables. Je pense que vraiment, c'est au niveau de la société, et pas simplement des professionnels concernés, mais de tous les citoyens, qu'il faut avoir un autre regard sur ce qu'est justement le devoir citoyen, dont Céline parle remarquablement. Tout à fait, c'est vrai qu'on peut peut-être préciser qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans le même secteur ou c'est difficile? Antoine, je sais que vous n'êtes plus dans le même secteur, vous avez complètement changé, et Céline, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas de travail où je suis rémunérée. Par contre, je suis présidente d'une association qui s'appelle l'association Indignez-vous, que j'avais montée en 2014 très modestement en me disant je vais la laisser dans le Lot-et-Garonne, mais je me suis trompée parce que je suis très vite partie au national. Cette association, je l'ai mise entre parenthèses puisque j'ai été mise en examen. Elle est en train de repartir. On aide des parents et des professionnels quand ils dénoncent des dysfonctionnements dans la prise en charge, parce que nous, lanceurs d'alerte, on est reconnus, enfin, on galère quand on dénonce. Mais les parents, c'est pareil, en fait. Et ça, c'est pas dit. Et il y a des parents, quand ils dénoncent, on met leur gamin dehors. Et ils se retrouvent à la maison sans solution, sans prise en charge. Et c'est à ça qu'on en arrive à des suicides. Après, j'ai une activité beaucoup plus militante, que j'assume, d'ailleurs, syndicale et politique. Mais en fait, c'est pas si bête que ça, parce que l'engagement associatif, syndical et politique m'emmène à pouvoir travailler aujourd'hui de manière bénévole, mais sur la question fondamentale de comment protéger un lanceur d'alerte, sur la question de la maltraitance institutionnelle qui n'est pas rentrée dans le code pénal et qu'on est en train de travailler avec la FI, avec Michel Larive, et sur l'accompagnement d'autres lanceurs. Je pense à Karim notamment. Karim qui m'a appelé un vendredi, moi j'ai été bouleversée d'entendre la détresse de Karim et la détresse des 7 éducateurs des IN. Oui, juste un mot pour effectivement confirmer que malheureusement aujourd'hui, lancer l'alerte, ça oblige quand même à se préparer à devoir changer d'orientation professionnelle. Moi, j'avais fait ce choix avant de lancer l'alerte, donc j'en ai pas souffert, mais effectivement, et c'est l'un des paradoxes de la loi Sapin 2 qui, on y revient, hein, mais qui prémunit contre les représailles, hein, qui condamne même pénalement les représailles envers les salariés qui s'élèveraient, qui lanceraient une alerte, mais en même temps qui exige du lanceur d'alerte en premier ressort de s'adresser à son supérieur hiérarchique. Donc là-dessus, il y a quand même, ça paraît un peu paradoxal, quoi. Et en tout cas, effectivement, du coup, il y a effectivement un besoin de changement de mentalité, parce que actuellement, alors peut-être de moins en moins, mais il y a toujours une suspicion sur le lanceur d'alerte de servir ses intérêts ou d'agir par vengeance ou que sais-je, hein, tout simplement de faire de la délation, avec un contexte historique qu'on connaît, et du coup, effectivement, il y a un regard nouveau à changer pour favoriser cette forme d'insurrection de l'intérieur pour changer le système, quoi. Je ne sais pas si c'est un peu ambitieux de dire ça. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi, parce que lanceur d'alerte, ça fait, alors pardon, ça fait un peu l'emmerdeur professionnel, l'empêcheur de tourner en rond. On est un peu dans la délation, le délateur, ça fait référence à une triste page de notre histoire. Et quand je suis passée devant la juge, l'avocat de l'IME, que je qualifierais même pas tellement il était pitoyable, il m'a agressée physiquement parce qu'il est venu à côté de moi. Et c'était clair, j'étais une menteuse, je m'auto-proclamais lanceuse d'alerte. Et en fait, j'avais fait ça pour me venger de l'institution. Ce sur quoi la juge m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte? Et en fait, je lui ai répondu de suite. C'est quelqu'un qui, digne de bonne foi, dénonce de manière circonstanciée, et de façon désintéressée, des dérives et des dysfonctionnements. Mais j'en reviens encore à Karim, quand je l'ai entendu tout à l'heure, le poids que lui fait porter la société, le poids que lui fait porter son entourage d'avoir dénoncé, c'est monstrueux, parce que
il est en train de se demander s'il a raison. Enfin, on marche sur la tête, quoi. C'est certain. C'est un point très, très fort qui est très difficile encore, je pense, à faire comprendre et surtout à analyser. C'est effectivement, ça impacte très très fortement l'existence, alors qu'il s'agit finalement de faire quelque chose de bien et pour l'intérêt général. On a raison de cracher dans la soupe quand la soupe est pas bonne. Je ne sais pas si c'est une image qui peut résumer un peu. Bravo. Enfin, moi, je vais juste faire un point. C'est pas pour faire du victimisme, mais à quel point le système essaye de nous faire taire par tous les moyens. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, hein, mais moi, je ne comprends pas comment que nous, lanceurs d'alerte, on paye le prix fort. À la limite, c'est le jeu, quoi. Par contre, que nos propres enfants payent le prix fort, moi, pour moi, ça a été inentendable et inacceptable. Il a fallu... Le père de ma grande m'a mis devant le juge des affaires familiales alors qu'il ne s'est jamais occupé de sa fille. On a voulu m'arracher ma fille. Moi, je ne comprends pas, quoi. Je trouve ça... c'est énorme, la pression du système. Peut-être une autre question, madame ? Oui, donc c'est surtout une réflexion, parce que là, on parle de protection des lanceurs d'alerte. C'est clair qu'il y a urgence, mais il y a aussi urgence à travailler à la reconstruction sociale des lanceurs d'alerte derrière. C'est-à-dire que ces personnes vont révéler des affaires illégales, elles perdent tout. Hein, c'est au niveau social, au niveau professionnel, au niveau financier. Et donc, quid de l'après ? Et c'est ça aussi qu'on a intérêt à mener sur la place publique, parce que ce sont quand même les dernières vigies citoyennes de notre République. Et au lieu de les jeter comme ça en pâture à la justice et au reste, il faut qu'on les protège, il faut qu'on les préserve, puisque c'est vraiment ce qui nous permet justement de sortir par le haut et d'éviter toutes ces dérives. Donc il faut à la fois travailler sur la protection qui est urgente, mais aussi travailler sur l'après et sur la reconstruction qui est nécessaire. Monsieur là-bas, une question. Voilà le micro. Bonjour. Bien, moi aussi, déjà, je commencerai par vous féliciter pour votre courage, votre témérité, votre abnégation. Et je pense que quand on est lanceur d'alerte, on perd beaucoup, mais on ne perd pas son honneur. Et ça n'a pas de prix. Du coup, j'en ai oublié ma question. Oui, voilà. Donc, vous, Madame Boussier, vous avez été relaxée. Quid de vos collègues qui ont été témoins des maltraitances que vous avez dénoncées, de ces collègues qui ne vous ont pas soutenu et qui, vous avez perdu votre emploi. Elles, ces collègues, l'ont-ils toujours encore, leur emploi ? Alors, jusqu'à maintenant, c'est vrai que jusqu'à la relaxe, en fait, j'avais jamais rien dit parce que j'avais espéré, quand j'ai lancé l'alerte, j'avais espéré qu'elles me rejoignent. Je leur ai tendu la main, je ne les ai jamais attaquées. Quand le rapport de l'ARS est sorti en novembre 2013, je me suis dit, elles vont parler. Elles n'ont pas parlé. Quand l'émission du 19 janvier est sortie, je me suis dit, là, c'est pas possible, quoi. Non seulement elles n'ont pas pris la main tendue que je leur avais donnée, mais le pire de tout, c'est qu'elles ont continué à cautionner, elles ont continué à se taire. Premier message qui m'était adressé sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement violent. Alors, c'est pas mes mots, c'est à toi, espèce de grande salope, la roue tournera un jour et tu le regretteras. Et elles m'ont fait 7 mois d'enfer. Il a fallu que je sois placée sous protection judiciaire. Quand même. Aujourd'hui, elles bossent encore dans cette institution. Et moi, je me souviens, le lendemain de la relaxe, j'étais en larmes parce que sur les réseaux sociaux, elles ont publié des images qui étaient au-delà de l'entendement, où elles étaient toutes fières, et elles continuent à prendre des selfies sur leur lieu de travail, avec les enfants polyhandicapés derrière, sans avoir aucun respect pour leur image, pour leur dignité. Moi, je dis, quel professionnel il faut être pour cautionner ça ? Alors, je veux bien entendre qu'on a peur de perdre son emploi, mais quand même. Et franchement, aujourd'hui, je préfère être à ma place qu'à la leur.
Y a-t-il encore des questions ou des commentaires? Alors, oui. Derrière le monsieur a le micro, puis ensuite le monsieur qui est plus devant. Alors, je voulais rebondir un peu sur tout ce qui avait été dit. Je pense que c'est un peu dommage en fait parce que la conférence d'après c'est délation ou information. Et je pense que c'est directement lié en fait avec la justice et l'alerte. Parce qu'on parle de la loi Sapin 2 et ça a été très bien expliqué par Antoine Deltour. Pour moi, c'est une mascarade parce que déjà, à partir du moment où il n'y a pas d'accompagnement financier, ça devient très compliqué. Parce qu'on peut avoir les recours, les défenses des lanceurs d'alerte en termes juridiques, dire qu'ils peuvent être attaqués. Sauf qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, quand même, vous le savez très bien, se retrouvent face à des machines de guerre qui ont les meilleurs avocats, qui savent très bien jouer sur les textes de loi, qui en plus ont été écrits par des gens qui souvent protègent leurs intérêts. Donc il y a quand même ce problème. On a un gros problème dans la société, et dans la société française aussi, c'est que là on est entre nous et on est tous d'accord sur le fait qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte, mais il faut qu'on se rende compte que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec nous. Dans le sens que, je vais prendre un exemple très simple, sur Twitter, c'était à l'occasion du procès en appel, j'avais publié un dessin du lanceur d'alerte qui prenait tous les risques, tout ça, en citant Raphaël Allais, entre autres. Et là, il y avait eu des réponses très violentes qui disaient « Ouais, en fait, le lanceur d'alerte, c'est une balance. » Et on entend ça souvent. Et à partir du moment où on a ça dans les mentalités, où les gens, pour beaucoup de gens, et beaucoup, bon voilà, je ne vais pas viser en particulier un milieu politique, mais dans le milieu surtout ultralibéral, quand on s'attaque aux questions fiscales, il y a vraiment ce côté-là, oui, mais c'est des balances, parce que voilà, il y a beaucoup d'impôts et tout, c'est normal que les gens cherchent à fuir l'impôt, voilà. Donc j'aimerais savoir comment on fait surtout pour changer les mentalités et la relation à la délation, en fait. Parce que je ne vois pas comment, moi, le rapport de l'alerte à la justice peut changer si on ne change pas ce rapport à la délation. Non, mais c'est vrai, parce que si les entreprises peuvent systématiquement attaquer ces gens-là en diffamation et détruire leur vie, parce que de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, leur vie elle va être détruite au moins le temps du procès et après le temps qu'il faut pour reconstruire, c'est très compliqué. Donc moi, j'aimerais avoir votre sentiment, peut-être plus particulièrement celui d'Antoine Deltour par rapport à ça, puisque c'est très directement lié à ça. Je pense que directement, dans ce milieu-là, on parle beaucoup de délation. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, hein, c'est plus un commentaire, hein, mais en tout cas, moi, ça renvoie quand même à un nécessaire changement de mentalité et qui est très politique, parce qu'au final, le fait d'être une balance ou en tout cas d'agir au contraire de son intérêt individuel, c'est ça qui choque aussi. On ne comprend pas ça, c'est devenu hors de notre logiciel de pensée parce que non, normalement ce qui nous intéresse c'est la paye à la fin du mois et la promotion, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on dérange et qu'on nous accuse après d'autres motivations. Moi j'ai eu la chance, je veux dire, mon caractère désintéressé, tout ça, j'ai pas eu beaucoup à le défendre parce que il paraît qu'il est assez évident, quoi. Ça se voit peut-être à la manière dont je suis fringué, non ça va à peu près, mais et en tout cas mais du coup, ouais, il y a je veux dire, il faut appeler à une refondation politique, le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas à reconscientiser les citoyens. C'est-à-dire que l'exercice de la démocratie, c'est se sentir préoccupé par l'intérêt commun et donc se poser des questions et interpeller publiquement quand il y a besoin, quoi. Et ça, en fait, c'est le fonctionnement normal. C'est ça l'exercice de la citoyenneté. Et maintenant, c'est devenu un peu bizarre, quoi. Effectivement, dans le milieu du travail, on ne s'attend pas à ça, mais la citoyenneté ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Voilà, c'est des syndicats qui disent ça et c'est tout à fait vrai, quoi. Ouais. Excusez-moi, moi, juste... Le problème n'est pas venu, pour moi, le problème n'est pas venu des citoyens, puisqu'on est sur des enfants, enfin sur des personnes vulnérables. Par contre, le problème pour moi est venu du problème politique, parce que j'ai eu une charge politique des élus de Condom qui clairement me disaient qu'on était irresponsable parce que je mettais en danger 80 emplois. Et ils me l'ont fait chèrement payer. Oui, oui, excusez-moi, je voulais juste, dans la continuation de monsieur... Je vous oublie pas, laissons parler juste madame qui voulait répondre. Oui. Juste, outre la lutte contre cette image de délation qu'on peut donner, moi j'ai beaucoup de mal avec ce que j'entends par rapport à l'immobilisme. J'entends, c'est comme ça, quoi. Les gens refusent, quoi. Les gens en France ont baissé les bras, quoi. Moi, le nombre de fois où j'entends, mais c'est comme ça, tu n'y peux rien, je dis, tu vas voir.
mais c'est très très lourd. Donc c'est vrai qu'on a un besoin maintenant de propager la parole, d'ouvrir, d'éveiller les consciences. Ça devient absolument nécessaire, quoi. Mais moi, je sais qu'à la sortie du tribunal, la première chose que j'ai dit quand j'ai été relaxée, forcément, j'ai pensé aux enfants, mais moi, j'ai dit la justice qui a été rendue à Toulouse, elle est un signal extrêmement fort pour les lanceurs d'alerte. Parce que, mais parler, quoi. Enfin, j'ai fait un appel aux professionnels du médico-social, mais pas que, ça pourrait être finalement tous les professionnels. Parce que par ma relaxe, la justice reconnaît maintenant l'utile nécessité des lanceurs d'alerte et de cette ouverture à la parole, j'ai été entendue et reconnue en tant que lanceuse d'alerte. C'est pour ça que je dis que j'espère que ma jurisprudence va servir. Aussi. Et si on se laisse décourager, ça veut dire qu'on refuse d'essayer de changer les choses. Et quelque part, c'est un renoncement politique. Ça veut dire c'est la fin de la démocratie. Je veux dire, si on n'a plus l'intention d'essayer d'améliorer la société. Et ça, je veux dire, c'est la victoire totale du néolibéralisme. Quoi. Voilà, on reste dans la jungle actuelle et on baisse définitivement les bras. Quoi. Ce serait alors c'est peut-être la réalité, mais je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour en sortir. Non, mais je trouve très lourd le poids c'est comme ça. Je laisse enfin monsieur parler, qui a patienté très gentiment. Je vous en prie. Allô ? Je voulais simplement savoir, madame, si vous avez parlé de vos collègues qui continuent de travailler dans le même organisme. Est-ce que concrètement, les méthodes ont changé dans l'organisme que vous avez justement critiqué ? J'aimerais pouvoir vous répondre. Moi, je sais qu'il y a eu quelques améliorations qui ont été faites. Mais encore une fois, je parle des contrôles, puisque clairement, ça devait être l'agence régionale de santé qui devait les faire. Après, là, aujourd'hui, concrètement, pour cet établissement, parce que c'est une famille qui dirige ça, payée par de l'argent public. Voilà. Et la fille qui est passée directrice aujourd'hui, puisque la ministre avait mis l'établissement sous administration provisoire pour une équipe de direction renouvelée. Sauf que dans les faits, c'est pas vrai, c'est toujours la même équipe de direction. La fille est en train, a priori, d'essayer de revendre cet établissement. Voilà. Mais il y a quand même eu 2 générations de lanceurs d'alerte condamnés. Je suis celle qui a été relaxée, mais eux, ils n'ont jamais été condamnés pour ce qu'ils ont fait. Et les salariés n'ont jamais été inquiétés. Écoutez, je crois qu'on doit s'arrêter, parce que l'heure est passée. On vous remercie beaucoup, Antoine Deltour et Céline Boussier. Merci. Merci à vous. Et continuez à suivre les débats de ce beau salon.